Je suis tombée à genoux au milieu d'une crise d'asthme, griffant le sol alors que mes poumons se refermaient. Ma sœur cadette tenait mon inhalateur de secours à quelques centimètres de mon visage, souriant comme si elle regardait un spectacle. « À l'aide, perdant », murmura-t-elle. Derrière elle, mes parents regardaient et ne bougeaient pas. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'on pouvait suffoquer devant sa propre famille et qu'ils appelleraient. Ça, dramatique. 19 ans se sont écoulés avant que je revoie ce moment, cette fois sur un écran de salle d'audience. Et juste avant la fin de la vidéo, il s'est passé quelque chose auquel aucun de nous n'était préparé. Je m'appelle Abigail Carter, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que le silence était le seul moyen de survivre à ma famille. J'ai grandi dans une maison à Seattle qui avait toujours l'air parfaite de l'extérieur. Des haies fraîchement taillées, des fenêtres polies, un Porsche que ma mère décorait chaque saison. Mais à l'intérieur, l'air était plus fin, plus serré, comme si vous deviez gagner chaque respiration que vous preniez. Eleanor. Ma mère dirigeait la maison comme certaines personnes dirigent des entreprises. Strict, poli, pas de place pour l'erreur. Mon père, Thomas, était assis tranquillement à l'arrière-plan. Un homme qui croyait que la paix était maintenue en ne choisissant jamais de camp. Et puis il y avait Vivienne, ma sœur cadette, l'enfant de temps or, celle qui, selon eux, avait juste besoin d'un peu plus d'attention. Ils n'ont jamais dit ce dont j'avais besoin. Plus je vieillissais, plus je devenais calme. Non pas parce que je manquais d'opinion, mais parce que j'ai appris très tôt que ma voix ne faisait que causer des problèmes. À table, Vivien parlait de projets scolaires ou de projets de week-end, et les visages de mes parents s'illuminaient. Chaque fois que j'essayais de parler, l'énergie dans la pièce changeait. Ma mère s'est raidie, mon père jeta un coup d'œil à l'horloge et la conversation se poursuivit comme si je n'avais jamais été là. À 16 ans, je maîtrisais l'art de disparaître. La seule personne qui m'a vraiment vue était ma grand-mère, Margaret. Elle sentait la lavande et les vieux livres, et elle avait cette façon d'écouter qui vous faisait oublier le monde en dehors de son salon. Avec elle, je n'étais ni dramatique, ni difficile, ni invisible. J'étais simplement Abigail. Certains week-ends, je m'échappais chez elle, l'aidais à arroser ses plantes ou préparer la recette qu'elle était déterminée à perfectionner ce mois-là. Elle posait sa main sur la mienne et disait « Tu es plus forte qu'il ne le pense ». Ces mots m'ont transportée à travers plus d'anniversaires que je ne veux l'admettre. Les anniversaires que ma propre famille oubliait souvent. Je me souviens d'avoir eu 16 ans et d'avoir attendu que quelqu'un en parle au dîner. Personne ne l'a fait. Vive a organisé un concours de joie ce week-end et toute la maison était couverte d'affiches et de paillettes. Je me suis assis tranquillement en me disant que ça n'avait pas d'importance que grand-mère se souvienne. Et elle l'a fait. Elle l'a toujours fait. Quand je suis entrée à l'université, j'ai laissé une épaisse enveloppe sur le comptoir de la cuisine pour que mes parents la trouvent. Le lendemain matin, c'était parti. Ma mère n'en a jamais parlé. Mon père n'a rien dit. J'ai appelé le bureau des admissions moi-même pour confirmer que j'avais été acceptée. À l'époque, je me disais que c'était des choses mineures. Les familles n'étaient pas parfaites. Les gens étaient occupés. Mais il y a un danger à normaliser le mal. Finalement, vous arrêtez de remarquer que vous êtes effacé. Et 19 ans plus tard, lorsque le passé m'a finalement retrouvée, j'ai réalisé que quelqu'un d'autre avait toujours prêté attention. Cela a commencé un mardi soir ordinaire. Le genre de nuit où le monde est suffisamment paisible pour que vous croyiez presque que le passé ne peut pas vous toucher. Je suis rentrée d'une longue journée au bureau, j'ai enlevé mes talons, préparé du thé et ouvert la pile de courriers sur mon comptoir, des factures, un dépliant, une enveloppe de charité, puis une qui m'a gelé la taille. Une assignation. Il m'a ordonné de comparaître dans une salle d'audience de Seattle pour une affaire de diffamation. Vivienne Carter Monroe pour Rebecca Torres. Pendant un moment, j'ai juste regardé le nom de famille de ma sœur, imprimé en gras en haut. Je ne lui avais pas parlé ni à mes parents depuis 3 ans. Portland était devenu ma table rase, un endroit où personne ne m'appelait dramatique ou difficile ou trop. Mais maintenant, la loi me ramenait dans l'orbite à laquelle j'avais passé la moitié de ma vie à m'échapper. J'ai posé l'assignation à comparaître, me disant de respirer. Je ne connaissais pas Rebecca Torres. Je ne savais pas dans quoi Vivienne s'était embarquée. Et pourtant, un instinct, au fond de ma poitrine, vieux, meurtri, à moitié guéri, commençait à me faire mal. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire depuis des années. J'ai cherché ma sœur en ligne. Le blog de Rebecca est apparu en quelques secondes. Le titre mentionnait l'intimidation sur le lieu de travail,
l'exclusion des réunions, le vol de crédit, la propagation de rumeurs. Cruauté typique des entreprises jusqu'à ce que j'atteigne le dernier paragraphe. Il a dit « Vive à un modèle qui remonte à des décennies. » Interroger sa sœur sur l'incident de l'asthme. Demander pourquoi leur famille a passé des années à s'assurer que personne ne la croyait. Mon souffle s'est arrêté. J'ai relu les mots 3 fois, mes mains tremblant à la seconde. Aucun étranger n'aurait dû savoir ce jour-là. Mes genoux sur le tapis, mes poumons s'effondrant, l'inhalateur tenu hors de portée du sourire narquois. Et certainement personne n'aurait dû savoir à propos des années qui ont suivi lorsque ma famille a insisté sur le fait que j'étais dramatique, oublieux, émotif. Quand ils ont transformé chaque souvenir en quelque chose que j'imaginais. Mais quelqu'un l'a fait, quelqu'un avait vu le motif. Soudain, de petits fragments que j'avais enterrés ont commencé à faire surface comme des débris après une tempête. Grand-mère m'a appelée un soir, confuse, disant qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles depuis des mois, alors que j'avais laissé 3 messages vocaux cette semaine-là. Ma lettre d'acceptation à l'université disparaît. Les cartes d'anniversaire retournées non ouvertes. La façon dont les proches ont complètement cessé de poser des questions sur moi. Un motif, une gomme coordonnée. Je m'éloignais de mon bureau, pressant une main contre mes côtes. Pendant 19 ans, je m'en suis voulu. J'étais peut-être trop sensible. Être que je me souvenais mal des choses. Peut-être était-il normal que les familles oublient, ignorent, négligent. Mais cette ligne dans le blog de Rebecca ressemblait à quelqu'un qui frappait une allumette dans une pièce sombre. J'ai décroché mon téléphone pour appeler un avocat afin de trouver un moyen de sortir de témoigner. Et puis je me suis arrêtée. Ma famille avait passé près de 2 décennies à s'assurer que je n'avais pas de voix. Que se passerait-il si pour une fois je l'utilisais? J'ai fermé le bloc juridique sur mon bureau et j'ai plutôt ouvert mon ordinateur portable pour rechercher un nom que je n'avais pas tapé depuis des années. Une fille qui m'a dit un jour que je lui avais sauvé la vie et qui pourrait maintenant m'aider à récupérer la mienne. Elle s'appelait Nora Lawson. Au lycée, elle était la fille tranquille qui portait un ordinateur portable d'occasion partout et évitait le contact visuel avec la foule qui tournait autour de ma sœur. À l'époque, elle avait été expulsée des groupes d'amis, moquée pour ses vêtements, ignorée lorsqu'elle parlait. Je n'étais pas assez populaire pour la protéger, mais je m'asseyais avec elle au déjeuner quand personne d'autre ne le ferait. Des années plus tard, elle était devenue spécialiste en criminalistique numérique à Portland. Quelqu'un qui passait ses journées à récupérer des dossiers supprimés, à reconstituer des traces numériques que les gens pensaient avoir enterrées. Quand j'ai appelé, elle n'a pas hésité. « Apportez tout ce que vous avez », a-t-elle dit. « S'ils vous ont effacé, nous vous découragerons. » Sa confiance m'a stabilisée d'une manière dont je ne savais pas que j'avais encore besoin. 2 jours plus tard, je suis entrée dans son bureau. L'espace était petit mais rempli d'écrans d'équipements bourdonnants, brillants, de lignes de processeurs de données empilées soigneusement sur des étagères métalliques. Un endroit où la vérité n'a pas disparu juste parce que quelqu'un voulait qu'elle disparaisse. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le seul objet que j'avais gardé de la maison de mon enfance. Un DV, défunt, dans une pochette en papier étiquetée, dans l'écriture manuscrite de Viven Family Memories, 2004. Je l'avais emporté avec moi quand j'ai déménagé à 18 ans, même si je ne l'avais jamais regardé. Même toucher la manche me tendait les doigts. Nora l'a glissé dans son système. « Voyons ce que ta famille ne voulait pas sauver », murmura-t-elle. En quelques minutes, une petite fenêtre s'est ouverte sur le moniteur, le salon de la maison de mon enfance. La caméra trembla légèrement alors que la voix plus jeune de Vivienne remplissait les haut-parleurs, gloussant alors qu'elle zoomait vers elle-même dans le reflet de l'écran sombre de la télévision. Mon estomac hocha la tête. Je me suis souvenue de ce caméscope. Elle enregistrait tout. Petit déjeuner, corvées, disputes qu'elle n'était pas censée entendre, et puis les images ont changé. La caméra pointait le tapis, ma main le griffait, mon corps s'effondrait dans le cadre, ma voix râpait. J'ai senti ma gorge se serrer juste en regardant. La voix de Vivienne, tranchante, joyeuse, traversait les haut-parleurs. « Regarde-la. Elle est tellement pathétique. » L'inhalateur pendait dans le coin du cadre. Elle s'approcha, bloquant ma portée désespérée. Derrière nous, mes parents sur le canapé, immobiles, j'avalais fort, mes paumes pressées contre mes genoux comme si j'essayais de m'ancrer. « Ça suffit », murmurai-je. Mais l'expression de Nora a changé, pas à la vidéo, mais à autre chose. « Abigail », dit-elle doucement, « il y a plus. » Le disque n'était pas qu'une vidéo.
Il contenait des archives de courriels copiées automatiquement il y a des années lorsque Viven a gravé le DVD sur l'ancien ordinateur familial. Des dizaines, pas des centaines de messages entre ma mère et ma sœur. Nora en a ouvert un. 2 jours après la crise d'asthme, Eleanor supprime la vidéo et n'en parle pas à grand-mère. Nous devons garder les apparences. Viv l'a déjà fait. Je lui ai dit qu'Abigail refusait de descendre parce qu'elle était de nouveau difficile. Eleanor, bien. Continue comme ça. On ne peut pas laisser ça ruiner ta relation avec elle. Trop en jeu. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine s'effondrer. Pas de peur, pas même de chagrin, de reconnaissance. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la stratégie. 19 ans de ma vie réécrits par des gens qui partageaient mon nom de famille. Je me suis redressée, j'ai essuyé mon visage et j'ai chuchoté. Nous apportons cela à la salle d'audience. Nora hocha la tête. Et Abigail, tu n'es plus celle qui devrait avoir peur. Le matin de l'audience m'a semblé irréel, comme si j'étais entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Le palais de justice de Seattle s'élevait au-dessus de moi dans des lignes épurées de verre et d'acier, reflétant un ciel qui ne pouvait pas décider de pleuvoir ou de se dégager. J'ai serré mon manteau autour de mes épaules, l'air froid du printemps frôlant ma peau alors que je franchissais les portes. Chaque pas résonnait d'une vérité dont j'avais passé 19 ans à me convaincre que ce n'était pas réel. À l'intérieur de la salle d'audience bourdonnait de conversations silencieuses, de papiers qui traînaient, de la douce éraflure des chaises tirées en arrière. Rebecca était assise avec son avocat près de la table de la défense. Elle avait l'air petite dans son blazer mais stable. Quand elle m'a vue, son expression s'est adoucie, sa gratitude mêlée de peur. Elle avait été victime d'intimidation, oui, mais elle était aussi devenue la première personne depuis des années à dire ma vérité à haute voix. Puis les portes s'ouvrirent à nouveau. Viven est entrée. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Cheveux polis, manteau sur mesure, maquillage parfait, l'image d'une femme qui croyait avoir construit la vie qu'elle méritait. Eleanor marchait derrière elle avec un sourire calme qu'elle réservait au comité de l'Église et au rassemblement de vacances. Thomas suivit, les dernières mains dans ses poches, les yeux baissés. Quand Viviane m'a vu assis à côté de la défense, son visage s'est figé. Elle cligna des yeux 1 fois, 2 fois, comme si elle essayait de donner un sens à l'impossible. Son avocat se pencha pour chuchoter et elle redressa la panique masquante avec une confiance pratiquée. Le juge entra et la pièce se transforma instantanément en silence. Le tribunal est maintenant en session, a-t-elle annoncé. Nous commencerons par le témoignage du plaignant. Viviane est montée sur le stand comme si elle possédait l'air autour d'elle. Elle a parlé d'une voix polie et ferme de sa carrière, de sa réputation, du tort qu'elle prétendait que Rebecca avait causé. Elle se décrivait comme une collègue solidaire, une mentor généreuse, une femme aveuglée par la trahison. Je l'ai regardée construire un récit brique par brique, une tour faite de mensonges polis. Et puis son avocat a livré la ligne qui a ouvert la porte à tout pourvenir. Votre honneur, la plaignante souhaite démontrer que ces allégations reposent sur des fabrications découlant de l'histoire instable de sa sœur. La salle d'audience s'inclina. Viven ne regarda pas dans ma direction, mais je vis la tension dans sa mâchoire, le subtil décalage de ses épaules. Elle avait l'intention de m'utiliser comme bouclier. La juge a tourné son regard vers moi. Mademoiselle Carter, la Cour reconnaît votre présence. Vous êtes inscrit comme témoin. Veuillez vous approcher. Mon pouls battait pendant que je me tenais debout, mais Nora m'avait préparé à cela. La vérité n'a pas besoin de théâtre. Il n'a besoin que de lumière. L'avocat de Viven a commencé au moment où j'ai prêté serment. Mademoiselle Carter, est-il vrai que vous êtes séparée de votre famille depuis des années? Oui, j'ai répondu. Et diriez-vous que vos souvenirs peuvent être influencés par une détresse émotionnelle ou des problèmes non résolus? Non, j'ai dit calmement. Mes souvenirs sont influencés par ce qui s'est réellement passé. Il sourit. N'est-il pas vrai que votre famille s'inquiétait de votre stabilité mentale lorsque vous étiez plus jeune? Ils l'ont exprimé dans mon dos, ai-je répondu. Jamais à mon visage et jamais avec une quelconque évaluation professionnelle. Ce n'était pas inquiétant, c'était une tactique. Un murmure parcourut la pièce. Mon avocat s'est levé. Votre honneur, la défense aimerait vous présenter un ensemble de documents authentifiés par un spécialiste en criminalistique numérique certifié. Le juge hocha la tête. Continuez. Nora s'approcha de l'écran à l'avant de la pièce. En quelques frappes, elle a affiché le premier email. L'horodatage brillait dans le coin. Eleanor à Viven.
Supprimez la vidéo et n'en parlez pas à grand-mère. Nous devons garder les apparences. Des halètements résonnaient dans la salle d'audience. Vivienne s'élança en avant. C'est sorti de son contexte. Nora a encore cliqué. Vive l'a déjà fait. Je lui ai dit qu'Abigail refusait de descendre. Elle y croyait, Eleanor. Bien. Continue? Trop en jeu. Le juge leva la main. Mademoiselle Monroe, vous garderez le silence pendant la présentation des preuves. Vivian recula, les yeux écarquillés, la respiration superficielle, puis vint la ligne que j'avais attendue 19 ans pour entendre parler par quelqu'un avec autorité. Avant de commencer, a déclaré le juge en se tournant vers la salle. Regardons une vidéo de famille. Mon estomac s'est tordu, non pas de peur, mais d'anticipation. La vérité n'était plus à moi seule de la porter. Les lumières s'atténuaient légèrement au fur et à mesure que les images apparaissaient à l'écran. Moi, à 17 ans, je m'effondre sur le tapis, mes doigts s'étirant vers l'inhalateur. Le son de mon propre halètement résonnant à travers les haut-parleurs comme un fantôme traînant des chaînes. La voix de Viviane résonna, glaçante et brillante. Haletant, perdant. Quelques personnes dans la galerie se couvraient la bouche. Sur l'écran, mes parents étaient assis immobiles sur le canapé, à regarder, à ne pas bouger, à ne pas aider. L'expression du juge se resserra. L'avocat de Rebecca avait l'air stupéfait. Même Thomas ferma les yeux, la honte irradiant de lui comme de la chaleur. Mais Eleanor ne détourna pas le regard. Elle fixa l'écran avec un calme froid qui refroidissait la pièce. Puis, la caméra a capturé autre chose, un reflet dans la vitrine. Vive, tenant l'inhalateur derrière son dos, souriant. À la fin de la vidéo, le silence était si épais que j'entendais le bourdonnement des plafonniers. Viviane se leva de manière instable. Ceci est édité. Ce n'est pas le cas, mais sa voix s'est cassée. Ses mains tremblèrent, et puis, exactement comme la vignette l'a décrit, elle a tremblé et s'est mise à crier. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas à quoi ça ressemblait. Elle était toujours sur le chemin. Maman a dit. Maman a dit, Mademoiselle Monroe. Le juge a coupé brusquement. Assieds-toi. Ses cris se sont dissous en sanglots paniqués. Eleanor tendit la main vers elle, mais Viviane s'éloigna, se démêlant devant tout le monde. Pour la première fois de ma vie, j'ai été témoin de la vérité dépouiller chaque couche de leur image soigneusement conçue. Le juge lui a éclairci la gorge. Sur la base des courriels, des preuves vidéo et du comportement documenté décrit dans les témoignages, le tribunal conclut que les allégations du demandeur manquent de crédibilité. De plus, les preuves suggèrent fortement un schéma à long terme de maltraitance psychologique au sein de la famille. Vive gémit dans ses mains. Eleanor était assise les doigts gelés, enroulés étroitement autour de la sangle de son sac à main. Thomas fixa les épaules au sol voûté comme si le poids des décennies s'était finalement installé sur lui. Le juge a poursuivi. Voix stable, cette affaire est rejetée. Les frais seront attribués au demandeur. Les implications de ces documents seront renvoyées aux tribunaux civils appropriés pour un examen séparé. Le gavéel a frappé. Un bruit comme une porte qui claque sur un chapitre entier de ma vie. J'ai expiré pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Alors que la salle d'audience se dispersait, Viviane était assise effondrée sur sa chaise, souffle strié de mascara tremblant. Eleanor resta immobile lapidée. Thomas s'approcha doucement de moi, la voix à peine audible. « Abigail », il a chuchoté. « Je suis désolée. » J'ai croisé ses yeux, et pour une fois, il n'a pas détourné le regard. « Tu aurais dû l'être », dis-je doucement, il y a longtemps. Puis je suis sortie de la salle d'audience, laissant leur silence derrière moi, entrant dans un avenir enfin libéré du leur. Les procédures judiciaires civiles qui ont suivi se sont déroulées plus lentement que le procès, mais le résultat portait un poids que je ressens encore dans mes os. Le juge, examinant la succession de ma grand-mère, a examiné chaque entrée dans son journal, chaque courrier électronique récupéré par Nora, chaque cas où ma mère et ma sœur m'avaient dépeinte comme instable ou indifférente. Ce qui en est ressorti était un schéma si délibéré qu'il ne me surprenait plus. J'ai seulement clarifié ce que j'avais passé des années à essayer de nommer. En fin de compte, la décision était claire. L'héritage originel avait été influencé par la tromperie. Viviane a reçu l'ordre de restituer environ 190 000 actifs qu'elle avait déjà investis dans les rénovations de sa vie. Une retraite de week-end en voiture. Pour une femme qui avait construit son identité en étant la favorisée, le coût financier n'était rien comparé au démêlage public.
Son employeur a lancé un examen interne. Son mari a demandé la séparation. En été, elle vivait seule dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Hélène Lanner n'a pas perdu d'argent. Elle a perdu quelque chose qu'elle appréciait plus, sa réputation, la communauté qu'elle cultivait depuis des décennies. Les groupes religieux, les cercles de quartier, l'image polie d'une mère dévouée se sont effondrés sous le poids de ses propres mots conservés dans les archives des courriels. Les invitations ont disparu. Les conversations se sont arrêtées. Elle est devenue une femme que les gens chuchotaient au lieu d'admirer. Quant à Thomas, il a tendu la main une fois de plus, cette fois avec honnêteté. Il n'a pas demandé pardon. Il a demandé de la compréhension et je lui ai donné la seule chose que je pouvais espacer pour recommencer, mais pas revenir en arrière. Et moi, j'ai finalement expiré. J'ai créé le Margaret Carter Fund, une petite fondation qui aide les survivants de violences psychologiques familiales à reconstruire leur vie. C'était comme rendre ce que ma grand-mère m'avait donné, la preuve que je n'ai jamais été invisible. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris quelque chose de simple mais qui a changé ma vie. La famille n'est pas définie par le sang, mais par les gens qui vous voient, vous croient et refusent craint de vous laisser disparaître. Mon passé n'a pas disparu, mais il ne m'appartenait plus. J'ai finalement respiré librement, non pas parce que mes poumons étaient plus forts, mais parce que la vérité l'était. Si mon histoire résonne avec vous, partagez votre expérience dans les commentaires et cliquez sur s'abonner